Voilà, bonsoir à tous et merci de votre présence à cette réunion d'information relative au réaménagement du site dit BASF situé sur le zoning de Feluy. Merci d'être présent, de vous être déplacés. Je tiens aussi à vous remercier de participer à cette réunion dans des conditions qui sont un petit peu particulières, puisque nous avons dû respecter évidemment des mesures sanitaires, des mesures de distanciation. Beaucoup d'entre vous portent un masque et je tiens vraiment à les en remercier. Alors, le corollaire de cette, quelque part, organisation faisait que ce soir, nous n'étions capables d'accueillir dans le centre culturel de Senef que 50 personnes. Et donc, il a été décidé, en collaboration avec la commune de Senef, de faire la retransmission de cette réunion en live sur la plateforme YouTube. Cela permet ainsi de mettre la technologie au service de l'information et de faire en sorte que l'ensemble des citoyens puissent aujourd'hui prendre connaissance du dossier, et ce, même depuis chez eux. Alors voilà, je les salue. Bonsoir à tous. Non seulement ces personnes auront l'opportunité d'entendre les présentations qui vont être faites par les orateurs, mais elles pourront également, via le chat, poser leurs questions durant la deuxième partie de cette réunion. Je reviendrai bien sûr sur les formalités pratiques de celle-ci. Alors, ce soir, je tiens à signaler pour chacun d'entre vous que seuls les orateurs et moi-même sommes filmés. En effet, pour des questions de respect de la vie privée, nous avons préféré faire le choix de ne filmer que l'ensemble des orateurs. Donc voilà, c'est quelque part, c'est tous incognito que vous êtes là. Alors, ces orateurs, je pense que c'est important de vous les présenter pour bien comprendre le rôle de chacun et que nous puissions aussi attribuer vos questions à chacun de ceux-ci en fonction de leur expertise. Alors, je commencerai d'abord par M. Léchevin, M. Rico Grau. Merci de votre présence ce soir. Merci à la commune de Senef aussi. Je tiens à le souligner d'avoir accepté d'organiser cette réunion dans des conditions qui sont particulières. Toutes les communes ne le font pas, et donc voilà, merci beaucoup. Vous avez entre autres dans vos attributions les Schneppina de l'environnement. C'est à ce titre que vous êtes présents ce soir. Il faut savoir que le Code de l'environnement prévoit que la commune préside ce type de réunion. Ceci étant, la commune est présente, mais garde un rôle tout à fait neutre dans la réunion. Donc vous êtes plutôt là pour non seulement prendre connaissance du projet, mais également prendre connaissance des éventuelles inquiétudes, suggestions ou propositions de la population de Senef. Représentante aussi de la commune ce soir, Madame Alphonse, qui est chef du pôle de cadre de vie à la commune. Merci beaucoup pour votre présence. Madame Alphonse, ce soir, rédigera le procès-verbal de la réunion. C'est une obligation qui est prévue par le Code de l'environnement. Sachez que celui-ci sera disponible dans un mois à dater de cette réunion sur simple demande. Donc voilà, aujourd'hui, on va organiser la réunion pour faire en sorte que vos questions puissent facilement être répertoriées dans ce procès-verbal. Et donc, on va travailler de manière assez méthodique, vous le verrez. Alors, maintenant, je me tourne vers les personnes qui sont ici à ma gauche, qui en sont en fait les représentants et ceux qui vont véritablement, qui font la demande de permis unique ce soir. Alors, il y a deux acteurs privés, la société Ecoter et la société Wanty, qui ont ensemble formé un consortium pour créer la société Blueside. C'est d'ailleurs à ce titre-là que sera faite la demande de permis lorsque le dossier sera déposé. À leur côté, il y a un représentant de l'IDEA, et là, c'est plutôt le partenaire public dans ce dossier, puisque vous allez le voir, il s'agit d'un projet pilote qui a été reconnu par le gouvernement wallon, qui vous est présenté ce soir. Alors, comme représentant de la société Ecoter, nous avons Monsieur Olivier Wallef, qui est, Lionel Wallef, qui est, vous êtes directeur justement de Blueside. Est-ce que vous savez un peu nous préciser quel sera le rôle d'Ecoter dans ce projet d'ampleur? Tout d'abord, bonjour à tous. Dans ce consortium, Ecoter s'occupera de l'assainissement du site et du réaménagement des plateformes. Donc vous verrez un peu plus en détail dans la description en quoi ça consiste pour vous en rendre un peu mieux compte. Voilà. Merci beaucoup. Madame de Hulst, vous êtes chef de projet, vous avez une formation de bio-ingénieur. Est-ce que vous savez nous décrire un petit peu votre fonction ?
Alors, en tant que chef de projet, je coordonne l'ensemble des études. Donc, j'ai suivi jusqu'à présent toutes les études de faisabilité qui nous ont amenés jusqu'ici. Et je vais poursuivre pour coordonner toutes les études relatives à la demande de permis et à la suite pour les travaux. Merci beaucoup. À vos côtés, Monsieur Paul Van de Viver, vous êtes représentant de la société Wanty. Donc, c'est le deuxième partenaire privé qui réalise la demande pour ce projet. Wanty, c'est une société familiale depuis 1946. On est à la 3e génération. On va dire, parce que vous avez un éventail de compétences assez large, mais je vais les résumer en disant que voilà, vous êtes entreprise de travaux publics. Dans le cadre du dossier, est-ce que vous savez un peu nous expliquer quelle sera la prise en charge et le type de travaux que Wanty va réaliser? Oui, la charge de Wanty, dans le cadre de ce dossier au sein du PPP, sera principalement la conception, l'étude et la réalisation de tous les travaux de viabilisation. Donc, voirie, tous les réseaux, les impétrants, collecteurs, bassins d'orage, et également le nivellement des plateaux en collaboration avec nos partenaires. Très bien, merci beaucoup. À vos côtés, Monsieur Lefebvre, bonsoir. Vous représentez l'intercommunal IDEA, donc c'est tout ce qui est le développement économique et l'aménagement au cœur du Hainaut. Et vous, voilà, vous êtes justement ce partenaire public dans ce qu'on appelle PPP, donc partenariat public-privé. Est-ce que vous savez un peu nous expliquer, parce que ce sont des notions qui sont quand même assez inconnues pour les citoyens. En 2 mots, est-ce que vous savez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Tout à fait. Donc, je suis effectivement le représentant de l'intercommunal IDEA qui a dans ses missions le développement économique du territoire du cœur du Hainaut. Nous sommes associés en tant que partenaires à ce projet de reconversion de la friche BASF, notamment parce que c'est un projet qui a été, comme vous l'avez dit, reconnu par le gouvernement comme un projet innovant et pilote à l'échelle de la Wallonie. Ce projet est innovant à plusieurs titres. D'une part parce qu'effectivement il va être porté au sein d'un partenariat public-privé, non seulement, donc c'est un modèle qui est tout à fait innovant en Wallonie et qui pour le moment ne s'est pas fait. C'est également un dossier qui sur le fond est une reconversion de friche, qui est un des grands enjeux de la Wallonie actuellement, mais fait aussi partie des axes stratégiques de l'intercommunal. Et par ailleurs, c'est un projet qui va permettre de mettre en relation le monde du privé et le monde du public, avec une mise en commun des compétences de chacun, pour arriver vraiment à un modèle de reconversion de friche qui va permettre cet apport des 2 parties dans un modèle qui va être efficient, dans une logique de durabilité et de réduction des coûts de reconversion pour le partenaire public. Merci. Maintenant, je me tourne vers les experts qui sont à ma droite. Je commencerai par Madame Escouflère. Vous travaillez pour le bureau DREAM. Vous avez 2 implantations, une à Tournai et une à Pont-à-Celle. Vous vous décrivez comme un atelier d'architecture, mais vous avez un panel de compétences qui brosse aussi les compétences énergétiques, paysagères, aménagement du territoire, mobilité. Et vous avez travaillé en collaboration avec les équipes Écoterre Wanty pour avoir une réflexion sur le site. Vous nous ferez une présentation à ce sujet. À vos côtés, Monsieur Joris Nakertz, bonsoir. Vous êtes de la société Ecom et vous, votre expertise, elle porte vraiment sur l'assainissement des sols, la caractérisation des pollutions. Et donc, vous êtes notre monsieur pollution pour les éventuelles questions que vous auriez. À leur côté, monsieur François Albardier du bureau Ariès. Vous faites partie donc du bureau d'études indépendant qui va réaliser l'étude d'incidence. Vous allez aussi nous faire une présentation de ce que l'on peut attendre comme type d'information dans ce genre d'études. Vous allez nous le présenter. L'important, c'est que vraiment ce soir, vous êtes à l'écoute des citoyens, mieux comprendre leur territoire, avoir une attention particulière à leurs remarques et suggestions pour en tenir compte dans votre étude. Enfin, je terminerai par ma collaboratrice, Alexandra Matelot. Alexandra sera le relais pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions via la plateforme YouTube. Donc, elle sera la voix des citoyens qui nous suivent depuis leur salon. Merci, Alexandra. Alors, je vais rentrer maintenant tout de suite dans le vif du sujet pour expliquer le contexte de cette réunion.
nous sommes ici présents parce que la société BlueSite souhaite faire une demande de permis unique. Une demande de permis unique, ça signifie qu'il y a d'une part un aspect environnemental dans le projet et un aspect urbanistique. Au niveau des législations qui s'imposent, il faut savoir qu'il y a le Code de l'environnement et le Code du développement territorial. Alors, dans le Code de l'environnement, le législateur considère qu'à partir du moment où le projet est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement, eh bien, il faut faire une étude et il faut dialoguer avec les citoyens en amont du projet. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. D'ailleurs, la réunion à laquelle nous assistons, c'est une réunion d'information préalable, c'est-à-dire en tout début de projet. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, que le demandeur va vous présenter son projet. C'est à partir de ce projet tel qu'il vous aura été présenté que l'étude d'incidence va être réalisée. C'est une première chose. Mais la deuxième chose que vous devez aussi percevoir, c'est qu'il s'agit d'un avant-projet. C'est-à-dire que Écoterre-Wanty a eu une réflexion, s'est entouré de certains experts pour présenter le projet, mais quelque part, tout comme vous, ils attendent aussi d'avoir des informations qui leur seront données, des suggestions, des recommandations qui leur seront données dans l'étude réalisée par Ariès. Et donc, il faut bien comprendre que ce soir, nous n'aurons peut-être pas réponse à toutes vos questions. Parce que l'objectif, c'est vraiment de vous donner la parole pour que vous puissiez faire vos remarques et poser vos questions. Peut-être que vous avez travaillé chez BASF. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes employé dans une entreprise qui fait partie du zoning. Peut-être que vous êtes riverain, citoyen du petit village ou du quartier qui se trouve proche du zoning. Eh bien, tout ça, ce sont des éléments qui font que vous connaissez dans la pratique le territoire. Et donc, votre regard est intéressant. Si, par exemple, vous êtes un amoureux de la nature et que vous savez, je ne sais pas, qu'il y a un couloir migratoire, toutes ces informations-là, il est intéressant que vous puissiez les donner à François Albardier. Et donc, c'est cet échange, ce dialogue qu'on va avoir ce soir en amont de la procédure. Suite à cette réunion, vous aurez encore la possibilité d'écrire pendant 15 jours des courriers pour poser vos questions, pour éventuellement faire part d'une étude, les références d'une étude, faire référence à un document que vous trouveriez intéressant, mais aussi peut-être tout simplement parce que vous n'aimez pas prendre la parole en public, parce que voilà, chez vous, le chat, c'est peut-être un petit peu compliqué, c'est bien possible, ou tout simplement parce que vous n'avez pas assisté à cette réunion, que vous revisionnez cette vidéo dans la durée des 15 jours, et qu'à ce moment-là, vous avez envie de poser une question. L'ensemble des questions sera envoyé au bureau Ariès, qui sera obligé d'en tenir compte dans son étude et qui sera obligé de répondre, de vous donner une réponse à vos questions. Alors, pour ce faire, vous avez jusqu'au vendredi 3 juillet et vous pouvez envoyer vos remarques soit par courrier, soit par mail, non seulement à la commune de Senef, mais également, et ça c'est important, avec copie aux demandeurs. Donc c'est Écoterre-Wanty ou BlueSite, et donc les informations ici, tant vis-à-vis par rapport à l'adresse internet qu'à l'adresse postale, se retrouvent sur le slide. Sachez que les slides de cette présentation sont disponibles dès demain sur le site de la commune. Alors attention, vous pouvez poser vos questions, mais n'oubliez surtout pas de nous donner vos coordonnées complètes, parce que le législateur exige que chaque question puisse être attribuée à une personne. En général, dans un courrier, on y pense, parfois dans un mail, voilà, on oublie peut-être, et vos adresses mail ne nous permettent pas toujours de vous identifier convenablement, donc essayez de ne pas oublier cette petite clause bien nécessaire. Suite à cela, sachez que suite aux recommandations, eh bien, BlueSite va adapter son projet, peut-être le modifier, l'améliorer, et dans ce cas-là, suite à cela, il le déposera à la commune de Senef et commencera alors une enquête publique de 30 jours. Et c'est à ce moment-là que non seulement vous aurez la demande, le projet
tel qu'il est définitivement proposé par le demandeur, que vous aurez toutes les réponses à vos questions dans l'étude d'incidence et que vous pourrez encore faire des remarques sur le projet. Donc vous voyez ici, on est vraiment en amont de la procédure. Alors ce soir, on va travailler en 2 temps. Je vous propose de 19h à peu près à 20h d'écouter des présentations. On va avoir une présentation vraiment du projet par Madame de Hulst, qui est de chez Ecoter, et par Madame Escoufler du bureau DREAM. Ensuite, nous aurons une présentation de l'étude d'incidence environnementale par Monsieur François Albardier. Ensuite, nous passerons alors aux questions-réponses. Et par expérience, vous allez voir, ça va durer à peu près 1 heure, 1 heure quart. Maintenant, voilà, s'il nous faut plus de temps pour faire aborder tous les sujets, bien entendu, nous prendrons le temps nécessaire. Je vous demanderai juste de ne pas interrompre les présentations, de plutôt garder vos questions pour la deuxième partie de la réunion. Plusieurs éléments à cela. Le premier, c'est que peut-être la suite de l'exposé va vous donner la réponse à votre question. Deuxièmement, nous devons faire un véritable procès verbal qui est le plus proche de vos interventions. Et donc, si on commence à mélanger les présentations avec les questions, ça devient vraiment fort compliqué pour Madame Alphonse. Donc ça, voilà, je pense que c'est mieux d'avoir le PV, le procès verbal le plus complet possible et donc de faire les choses en 2 temps. Et la dernière chose, c'est que ce soir, étant donné les mesures sanitaires que nous devons respecter, vous allez le voir, il faut que vous parliez dans un micro qui va vous être tendu par une perche pour respecter voilà, les distances. Et donc, il va falloir qu'on s'organise un petit peu. Voilà, ceci étant, je vais laisser la parole à Madame de Hulst pour vous présenter le projet. Merci Bénédicte. On m'entend bien comme ça ? Donc, avant de présenter le projet en tant que tel, je vais bien rappeler de quel site on parle. Donc, le site BASF de Feluy, c'est celui que vous voyez en rouge foncé sur cette carte. Il se trouve au sein du zoning industriel de Feluy. Il est donc à cheval sur les communes d'Écossynes au nord et de Senef au sud. Et comme vous pouvez le voir, il est à la croisée de plusieurs moyens de communication, puisqu'on a au sud l'autoroute E19, au nord une voie ferrée, et à l'ouest, le canal Bruxelles-Charleroi, avec une darse qui se trouve à proximité directe du site. Comme je le disais, le site se trouve au sein du zoning de Feluy, qui est un zoning qui est voué depuis toujours à l'activité industrielle. Aux abords directs du site, on retrouve des entreprises telles que Total, Extraterme et bientôt la nouvelle sucrerie qui sera sur la zone en gris clair au sud du site. Le site en lui-même, il a été aménagé à la fin des années 60. S'y sont succédées une série d'entreprises toutes actives dans le secteur de la chimie et de la pétrochimie. Et la dernière société, c'était Biochim qui exploitait le site et qui a fermé en 2015. Suite à cette fermeture, il y a eu démantèlement des différentes installations. Et aujourd'hui, le site est à l'état de friche inoccupée. Alors voici le site dans sa situation actuelle. On distingue 3 zones sur le site. Il y a la zone usine qui est dans le périmètre bleu. Donc c'est sur cette zone qu'avaient lieu toutes les activités de production, de stockage et également le traitement des eaux usées. Comme je le disais, tous les équipements qui se trouvent en surface ont été démantelés. Donc aujourd'hui, on a des dalles, des voiries internes, des bassins en béton et encore un réseau de conduites souterraines qui sont présents. Il reste uniquement 2 bâtiments, un bâtiment administratif et un hall de stockage. On a également la zone butte qui est dans le périmètre en jaune sur la carte. Donc c'est une butte qui n'est pas naturelle. Elle a été créée en fait au fur et à mesure des années par dépôts de terre qui ont dû être déplacés dans le cadre des travaux d'aménagement du site. Et enfin, on a la zone qu'on appelle la zone bassin, qui est le périmètre rouge, et dans laquelle on retrouve 3 grands bassins qui sont des bassins de décantation et qui constituaient anciennement la dernière étape de traitement des eaux de l'usine. Alors j'en viens maintenant à l'objet du projet, ce qui fera l'objet de la demande de permis. Donc c'est de reconvertir ce site BASF de Feluy. Comme l'a déjà expliqué Bénédicte, il y aura 2 grands volets à notre projet. Tout d'abord l'assainissement du site, qui est un préalable indispensable, et ensuite la phase d'équipement et d'aménagement avec la création d'une voirie et de plateaux pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises. Ces 2 volets seront réunis au sein d'une seule demande de permis, qui sera donc un permis unique de classe 1 avec une ouverture de voirie.
Alors concernant l'assainissement tout d'abord, vous pouvez voir sur cette carte les différentes pollutions qu'on a pu retrouver sur le site. Donc en bleu foncé, vous avez les taches de pollution qui sont dans le sol et l'eau souterraine. On voit qu'on a retrouvé de la pollution à beaucoup d'endroits sur le site et principalement dans les zones de production, les zones de traitement, les zones de stockage, donc toute la zone usine, mais également dans la zone de la butte et dans les bassins, puisque dans les bassins, on retrouve en fait une couche épaisse de sédiments pollués. Le type de pollution qu'on a retrouvé est en lien direct avec les activités qu'il y a eu sur le site, puisqu'on retrouve tous des produits qui ont été soit utilisés, soit produits par les différentes entreprises qui ont occupé le site. Donc on retrouve principalement des phtalates, des huiles minérales et des acides organiques. Alors un petit mot sur la composition du sol au sein du site, parce que c'est un élément important pour approcher l'assainissement. On a en fait sur le site, ce sont nos études qui nous l'ont montré, on va dire, pour résumer, 3 couches distinctes. Une première couche de remblais qui sont des matériaux techniques qu'on a amenés sur le site pour atteindre les niveaux nécessaires. Et ensuite, on a les couches naturelles de limon et d'argile qui sont des couches très peu perméables et qui ont donc joué un rôle de tampon par rapport à la pollution, avec pour conséquence qu'on a très peu de migration de la pollution, qu'on la retrouve principalement dans les couches supérieures. On a aussi localement une pollution plus profonde, on en a retrouvé jusqu'à 12 mètres dans certains endroits. Mais par contre, on a très peu de migration horizontale et donc aujourd'hui, on peut dire que la pollution elle est captive sur le site. Alors en quoi va consister l'assainissement ? Ici, en fait, on est dans le cadre d'une législation spécifique qui est le décret sol et qui définit clairement quels doivent être les objectifs d'un assainissement. Et ces objectifs, c'est d'éliminer les risques, tant pour les usagers d'un site que pour l'environnement. Éliminer les risques, ça ne veut pas dire qu'on doit éliminer la pollution jusqu'au dernier carat. La législation dit bien que l'important est d'éliminer les risques pour rendre en fait, le site apte à accueillir des nouvelles activités. Alors, il y a une première étape qui consiste à faire les différentes études. Ces études vont nous permettre d'avoir une photo de l'état du site et de la pollution. Au cours de ces études, ce qu'on fait, en fait, c'est un inventaire des sources potentielles de pollution. Et ensuite, grâce à une série de forages qui se font à différents endroits et différentes profondeurs, on peut tout à fait délimiter les panaches de pollution. Cette étape d'étude, elle a déjà été réalisée par le bureau ECOM. Elle a eu lieu depuis 2017 jusqu'à cette année et actuellement, elle est chez l'administration compétente, qui est la direction de l'assainissement des sols, pour validation. Dans une seconde étape, le bureau d'ECOM va réaliser le projet d'assainissement et dans ce projet d'assainissement, on va définir les objectifs d'assainissement, c'est-à-dire le niveau de dépollution à atteindre pour éliminer les risques. On va également définir quelles sont les méthodes pour atteindre ces objectifs. Et donc, ces méthodes, il y a 2 grands types de méthodes. C'est soit extraire les polluants, soit éliminer les voies de transfert. Et là, on parle en général de confinement. Le projet d'assainissement, comme je l'ai dit, il sera intégré au permis unique et donc il sera également validé par l'administration compétente. Alors, je vais vous expliquer les travaux tels qu'ils sont prévus actuellement, mais il y a encore des études en cours, comme on l'a expliqué, donc ça peut évoluer. Je vais vous les expliquer zone par zone. Donc, pour rappel, on a la zone usine, la zone de la butte et la zone des bassins. Dans la zone usine, on aura une première étape de démolition des dalles qui sont encore subsistantes. Il faut noter que les matériaux de démolition seront réutilisés dans le cadre des travaux de voirie ultérieurement. On aura ensuite la phase d'assainissement en elle-même, où là, il est prévu d'excaver les poches de pollution. Les terres excavées, elles seront soit traitées hors site, dans un centre de traitement agréé, soit sur le site, soit elles seront confinées sur le site, et dans ce cas, on fera un confinement sur la zone de la butte. En parallèle, on va pomper et traiter les eaux qu'on retrouvera dans la nappe supérieure, et ensuite, on remblaiera les poches d'excavation pour obtenir des zones planes et isoler les pollutions résiduelles éventuelles. À la fin des travaux, il y a une période de monitoring qui est également prévue et qui sera elle aussi réalisée par l'expert. Ensuite viendra l'étape d'équipement du site qui va durer environ 2 ans. Et donc, c'est la création de la voirie et de tous les équipements annexes, donc les impétrants, les gouttages et les bassins d'orage. Ensuite viendra la phase d'aménagement des plateaux qui est beaucoup plus longue puisqu'elle va nécessiter un nivellement complet du site. Et donc là, on parle d'une 12aine d'années de travaux. Pour la zone de la butte, donc on va travailler en parallèle avec la zone usine. Là, ce qui est prévu, c'est également une phase d'excavation. À nouveau, les terres pourraient soit être évacuées du site, soit confinées sur le site.
Si on confine, on va construire la zone de confinement sur cette butte. Et ensuite, on mettra une couche de terre de couverture et il y aura également un monitoring. Au niveau de la butte, ce qui est prévu comme aménagement, c'est l'aménagement d'une zone verte. Donc la butte sera élargie vers le nord-est pour passer de 5 à 7 hectares. Et on va y installer y aménager plutôt une zone de prairie ainsi qu'une zone boisée. Enfin, la zone des bassins. Donc, comme je vous l'ai dit, dans les bassins, on retrouve une couche épaisse de sédiments pollués. Donc là, ce qui est prévu, c'est de mettre à sec petit à petit les bassins pour pouvoir curer les sédiments. Ce qui est important à noter, c'est qu'il y a un phasage qui est prévu pour limiter les nuisances pour la faune qu'on a pu déjà détecter sur le site. Ensuite, les sédiments, ils seront soit évacués pour traitement, soit traités et confinés sur le site. Ce qui est prévu comme réaménagement au niveau de la zone des bassins, c'est de maintenir le plus grand des bassins et de réaménager les berges et les abords en faveur de la biodiversité, tandis que les 2 plus petits bassins qui se trouvent à l'est, eux, ils seront remblayés, en partie pour aménager des zones constructibles et en partie pour faire l'extension de la zone verte de la butte. Voilà pour l'assainissement. Je vais laisser la parole à Cécile pour l'aménagement. Bonsoir à tous. Donc voilà, moi je vais vous présenter l'aménagement du site. Donc celui-ci a pour principal objectif de redonner vie au site. Alors donc pour cela, nous allons recréer des plateaux accessibles à de futures entreprises. Pour permettre la création de ces plateaux, il est prévu de remblayer l'ensemble du site de manière à le remettre en ordre, à aménager des plateaux de grande dimension. Le site s'étendant sur 65 hectares, le relief accidenté actuel est tel qu'il le sera à la suite de l'assainissement. Nous estimons un volume d'environ 2 millions de mètres cubes de terre nécessaires au remblai et à la création de plateaux de grande dimension sur un même niveau. Pour rendre accessibles ces plateaux, il est prévu donc de créer une voirie qui permettra la connexion directe aux voiries existantes. Donc une voirie est prévue donc, au sein du périmètre. Elle permettra de relier la rue Zénobe-Gramme à l'ouest à la rue Jean Rostand à l'est. Un giratoire est également prévu au sein du périmètre de manière à permettre un rebroussement plus facile au sein du périmètre. Le profil de la voirie est un profil type industriel, à savoir donc une double bande de circulation, un accotement piéton d'un côté et un équipement de part et d'autre de la voirie avec un égouttage séparatif. Il est donc prévu de créer différents secteurs permettant l'accueil de futures entreprises. Les secteurs ainsi créés présentent des tailles variées. 5 secteurs auront une superficie allant de 3 à 5 hectares et 2 secteurs plus grands de plus de 10 hectares, comme on peut le voir là sur les secteurs B et D. Le site Elia, qui est situé à l'est du site et repris en gris, est maintenu tel quel au sein du périmètre. Et un secteur situé tout au sud sera destiné à l'aménagement futur du parking pour le projet de la sucrerie qui viendra s'implanter à l'ouest du site. Les secteurs sont tous desservis par la nouvelle voirie, à l'exception des 3 secteurs situés au nord qui, eux, seront desservis par la chaussée de la Résistance. Outre ces aménagements, il est prévu un traitement paysager de l'ensemble du site. Des plantations sont prévues, à la fois en voirie et également au pourtour des différents plateaux créés, ainsi qu'au niveau de deux secteurs, donc la zone des bassins et la zone de la butte. Bien qu'initialement envisagé de reniveler ces parties, il a été donc plutôt abandonné cette option en vue de recréer à ces endroits une zone en faveur du développement de la biodiversité. Une évaluation de la qualité biologique a été réalisée au niveau des bassins et de la butte et il en est ressorti qu'une série d'espèces protégées fréquentent le site, que ce soit en zone de repos, de refuge, de nourrissage ou de nidification. La présence de ces espèces est principalement liée à la présence d'un grand plan d'eau, également de zones dégagées au niveau du sommet de la butte. Donc, tenant compte de ces spécificités du site et de la nécessité d'assainir quand même cette partie, des mesures d'atténuation et de compensation ont été proposées au département de la nature et des forêts.
Donc, en termes de mesures d'atténuation, il s'agira de planifier les travaux d'assainissement en fonction des périodes de ponde, de nidification, et de maintenir en tout temps une zone sous eau. Et en termes de compensation, il est prévu d'aménager un nouveau plan d'eau qui intégrera les différents types de milieux déjà présents sur le site, mais on va en profiter également pour en créer de nouveaux. Et les petits bassins seront quant à eux remblayés, ce qui permettra entre autres l'élargissement de la butte pour le confinement, pour les besoins donc, de l'assainissement, mais également de créer une zone tampon autour du bassin. Vous voyez ici un croquis d'intention qui illustre les aménagements envisagés, donc ce qui permet de recréer des milieux au niveau du bassin et au pied de la butte. Vous pouvez donc apercevoir donc la volonté de recréer des milieux humides, mais également des zones de plage de gravier, des boisements au niveau des versants plus abrupts et au niveau des versants plus plats, des aménagements de mares et de milieux plus ouverts. Ces aménagements seront bien entendu adaptés au confinement qui sera réalisé en phase d'assainissement. Quelques photos ici pour illustrer le type de milieu que l'on pourra retrouver dans cette zone. Donc, ces aménagements projetés permettront d'améliorer une situation actuelle puisque besoin d'être assainie et de maintenir et favoriser le développement de ces espèces rencontrées sur le site. L'objectif de ces réaménagements est donc bien de redonner à terme le site aux industriels et de remettre à disposition environ 40 hectares de terre au bénéfice de nouvelles activités économiques, ce qui va permettre par là donc, la création de nouveaux emplois dans la région. Les parcelles ainsi créées correspondent aux besoins actuels en termes de développement. Nous ne connaissons pas à ce stade le type d'entreprise qui viendra s'implanter, mais le site est bien destiné à l'activité économique industrielle. Donc les implantations futures, elles, feront chacune l'objet d'une demande de permis d'urbanisme d'environnement bien distincte. Il n'y a pas de sélection à ce stade. Cette image est une simple illustration de ce que pourrait ressembler le site après l'implantation de ces entreprises. En termes de gestion des eaux usées, une distinction donc, sera faite entre la gestion des eaux usées et la gestion des eaux de ruissellement. En ce qui concerne les eaux usées, il est prévu que l'ensemble du site soit raccordé au réseau d'égouttage existant au niveau de la rue Zénogramme et au nord au niveau de la chaussée de la Résistance. Et en termes de gestion des eaux pluviales, donc il est prévu de récolter les eaux au niveau de la voirie et de les amener vers 2 bassins qui seront aménagés sur le site. Un petit bassin au sud qui permettra donc de récolter les eaux de la partie sud et un plus grand bassin, donc le bassin dont je vous ai parlé, qui lui récoltera également les eaux de ruissellement de l'ensemble du site. En termes de mobilité, on l'a situé, mais le site bénéficie d'une situation optimale à proximité de l'autoroute et aussi de la voie d'eau. Donc, pour le remblai du site, les terres viendront de chantiers divers réalisés dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres autour du site. Et pour cela, la voie d'eau sera privilégiée. Des contacts avec le gestionnaire ont été pris donc, pour pouvoir privilégier cette voie. Pour le reste, donc, ce sera le charroi par la route qui sera effectué. Et donc, les accès donc, se répartiront entre la rue Jean Rostand à l'est et la rue Zénogramme à l'ouest. Il s'agit d'accès directs depuis l'autoroute qui ne nécessitent pas la traversée de villages, ce qui est quand même assez important. Donc, sur ces dias, on peut constater donc, depuis l'accès à l'est via la rue Jean Rostand, il est bien prévu qu'un aménagement spécifique de cette voirie soit réalisé également, donc ce qui permettra de mettre à gabarit la rue Jean Rostand pour permettre le trafic industriel sur cette voie. Donc on insiste ici donc, sur cette multimodalité que l'on peut bien voir via cette dia également, la proximité de la voie d'eau et de l'autoroute, ce qui souligne ici l'intérêt d'une reconversion d'un site comme celui-ci
Et à terme, ce site présente aussi des atouts pour son réaménagement et l'utilisation future. Voilà. En ce qui concerne donc la phase des travaux, donc la première année, les travaux de dépollution seront réalisés sur presque l'entièreté du site. Après une année, la zone usine sera presque entièrement dépolluée, à l'exception d'une petite zone au centre. Les travaux d'aménagement de la voirie et du bassin d'orage au sud du site pourront commencer. Et la dépollution se poursuivra au niveau des bassins et de la butte. L'aménagement commencera par l'est, avec un premier secteur disponible au niveau de l'accès de la rue Jean Rostand. Le nivellement des plateaux, donc des premiers plateaux au sud et au nord, commence. Après donc 3 ans, l'assainissement est terminé au niveau du grand bassin et on peut commencer son réaménagement en faveur de la biodiversité. Il y a la mise à sec et le curage des autres petits bassins qui peut commencer également. La butte, au niveau de la butte, donc les travaux de confinement se poursuivent et l'assainissement au niveau de la zone usine sera totalement terminé. 3 plateaux finalisés en vert sur la carte pourraient déjà être disponibles. Le nivellement se poursuit, lui, vers l'ouest. Voilà. Au bout de 4 ans, les travaux d'assainissement sont complètement terminés. La voirie et les bassins d'orage également. Et les travaux de nivellement se poursuivent. Plusieurs plateaux sont au fur et à mesure disponibles. Et ainsi de suite, après 5 ans, pour finalement, au bout de 6 ans, environ 25 hectares de plateaux pourraient être disponibles. Le remblai se poursuit de nouveau au niveau de la zone, de la partie centrale. Et on estime qu'au bout de 15 ans environ, les travaux pourraient être terminés avec comme dernier aménagement le plateau situé tout au nord-ouest. Voilà, je vais passer donc maintenant la parole à M. Albardier qui va vous présenter le contenu de l'étude d'incidence. Merci, je ne comptais pas manger le micro, mais c'est bien gentil quand même. Donc voilà, je ne vais pas vous présenter l'étude d'incidence en tant que telle, mais vraiment pourquoi il faut une étude d'incidence sur ce projet-ci spécifiquement et ce que vous allez retrouver comme type d'analyse dans l'étude d'incidence. Alors, juste 2 mots peut-être en complément, parce que c'est important pour cadrer finalement le travail que l'on va faire, et ça revient souvent dans les questions qui sont posées à ce type de réunion. Il faut savoir que pour pouvoir faire une étude d'incidence, il faut être agréé. Donc, n'importe quel bureau ne peut pas réaliser une étude d'incidence sur l'environnement. Il faut pouvoir disposer d'un agrément délivré par la région wallonne et pouvoir démontrer de son indépendance par rapport aux différentes parties intervenantes et de sa capacité à pouvoir intervenir et à pouvoir réaliser le type d'étude qui est exigé au final par les administrations. 2 derniers points qui est important. Pour ce type d'étude, je ne suis pas seul à faire les analyses. Vous voyez, on est ici 30-40 dans le bureau. Et donc, à chaque fois, il y a des spécialistes, des experts en mobilité, en biodiversité, en gestion des eaux qui vont se positionner, qui vont se poser des questions sur chacune des thématiques qui va être évaluée dans le cadre de l'étude. Alors, pourquoi une étude d'incidence dans le cadre de ce projet-ci? Pourquoi pas dans d'autres? Donc, on vous en a déjà touché un petit mot. Tout ça est régi par le Code de l'environnement. Et lorsqu'on lit celui-ci, on peut y lire notamment que toute demande de permis comporte soit, et je cite, une notice d'incidence, une notice d'évaluation des incidences ou une étude d'incidence sur l'environnement. Donc, il s'agit de 2 formes d'évaluation des impacts de différents projets. La première, donc la notice étant la version la plus légère, la moins développée. La seconde, l'étude d'incidence étant la forme la plus complète qu'il puisse exister en matière d'évaluation des incidences de projet. Et donc ici, on est bien face à ce 2e type d'analyse, d'évaluation, donc la forme la plus complète. Alors, on continue un peu dans le Code de l'environnement et on y voit que de fait, tout projet doit faire l'objet d'une évaluation et qu'une série de projets, en raison de leur nature, de leur dimension, de leurs caractéristiques ou spécificités, doivent d'office faire l'objet d'une étude d'incidence.
Et donc il y a une liste qui a été éditée par le gouvernement et qui arrête une série de projets qui, justement, au regard de leurs caractéristiques, doivent faire l'objet d'une étude, pas de questions à se poser. Dans cette liste, on y constate, et j'ai remis la rubrique ici, que les travaux de remblayage, et pour faire simple, les travaux de remblaiement, de remblayage de plus de 500 000 m3 doivent faire l'objet d'une étude d'incidence. Vous avez vu, on vous a parlé ici de 2 millions, si je ne me trompe pas, donc on est bien au-delà de ce seuil, et donc l'étude est pleinement imposée à cet égard. C'est le seul critère, a priori, au stade actuel, qui justifie l'étude d'incidence sur l'environnement. Alors, on va parler un petit peu plus précisément de l'étude d'incidence. Donc, quels sont les objectifs? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on va retrouver? Alors, l'étude d'incidence, finalement, elle suit deux objectifs principaux et qui sont assez simples à comprendre, ne fût-ce que par le titre de l'étude en tant que telle. C'est, d'une part et principalement, d'étudier techniquement et scientifiquement les impacts sur l'environnement d'un projet, et plus spécifiquement du projet. Et quand on dit environnement, on dit environnement au sens large. C'est pour ça que l'on précise, et le législateur le précise aussi, donc environnement et cadre de vie, c'est-à-dire vous, les personnes, les populations qui vivent le site ou son voisinage, que ce soit les travailleurs ou les riverains. Alors c'est bien de dresser un constat, d'évaluer les impacts d'un projet, mais si on se limitait à cela, ce serait un peu frustrant. L'idée, une fois d'avoir fait ce constat, c'est de pouvoir finalement tendre à faire évoluer ce projet de manière à réduire les impacts. Et à cette fin, il est imposé, il est intégré à l'étude le fait de pouvoir réaliser des recommandations, d'étudier des alternatives justement pour supprimer, réduire ou compenser les éventuels impacts négatifs qui auraient été identifiés sur l'environnement. Alors, voilà, tout ça c'est très bien, on fait cette belle étude, mais à quoi ça va servir finalement? À qui ça va servir? Il y a différents objectifs, différentes intentions qui sont poursuivies à ce niveau-là. Et le premier, c'est finalement un outil pour le projet en tant que tel, pour le faire évoluer de manière positive, de manière à ce qu'il participe, ou en tout cas à ce qu'il s'intègre le mieux possible dans son contexte, dans son environnement. Deuxième finalement outil, c'est vis-à-vis de vous, c'est un outil d'information. Une demande de permis, quand on va la consulter auprès d'une administration, surtout quand les projets sont complexes, ce n'est pas spécialement simple. Vous avez une pile de plans comme ça, des dossiers techniques comme ceci, des études complémentaires. Voilà, ce n'est pas clair, ce n'est pas toujours facile de comprendre c'est quoi finalement le projet, quelles sont les implications. L'étude d'incidence, elle a aussi cet objectif, c'est d'essayer de vous expliquer finalement les tenants et aboutissants du projet. C'est quoi le projet concrètement? Quand on vous parle d'un assainissement, quand on vous parle d'un remblaiement, on parle de quoi? On vous parle de quel type de travaux, de quel type d'intervention et quelles sont les implications finalement de ces éléments sur l'environnement, sur le voisinage, sur le site en tant que tel. Donc un outil d'information. Et finalement, autre outil également par rapport aux autorités, donc de nouveau, des projets, les demandes de permis sont tout aussi diverses. Et donc, l'objectif de l'étude à cet égard, c'est de pouvoir apporter aussi un éclairage spécifique, technique et scientifique par rapport aux implications du projet, spécifiquement sur l'environnement. Et donc, de pouvoir aider finalement l'autorité à prendre sa décision, parce qu'au final, c'est elle qui décide, ce n'est pas nous. Donc, nous faisons une évaluation du projet, mais nous ne décidons pas au final. Alors, au niveau du contenu plus spécifiquement, on rentre de plus en plus dans le détail. Donc on va retrouver une étude assez classique qui va être structurée finalement selon une logique intellectuelle aussi classique, qui est de se dire, on commence par le début, le site en tant que tel. Le site, c'est quoi? On va commencer à regarder, on va le décrire, on va analyser les composantes de celui-ci, tant par rapport à la situation existante de fait que par rapport aux contraintes éventuelles qui existent au niveau réglementaire. Ça peut aussi orienter des projets. On ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Et donc, il y a lieu de dresser cette carte d'identité du site de manière relativement approfondie pour pouvoir ensuite en identifier les impacts. Une fois qu'on a fait cette première étape, on rentre dans l'analyse du projet. OK, c'est quoi? Quels sont les composants, les constituants? On commence à le décrire, à le détricoter. Et une fois qu'on a fait ces deux exercices, on va pouvoir les superposer et en découler l'impact du deuxième sur le premier. C'est-à-dire quels sont les impacts justement de ces éléments du projet sur l'environnement, sur le site en tant que tel, sur son voisinage. On en découle des incidences positives, négatives. Il ne faut pas croire que tous les projets ont des impacts que négatifs. Certains ont aussi des plus-values par rapport au site et à l'environnement. Et donc on en découle des incidences spécifiques. Et on l'a déjà dit, le cas échéant, on formule des conclusions avec des recommandations, des mesures d'accompagnement qui seront à mettre en place. Je reparle des riverains ici parce que c'est important, on vous l'a dit, c'est une obligation, on est obligé de répondre à vos questions et vos remarques. Vous allez retrouver les réponses à vos questions que vous poserez ce soir ou dans les 15 jours qui vont venir
dans le corps de l'étude, mais aussi en fin d'étude, vous allez voir un tableau récapitulatif avec toutes les questions qui ont été posées et l'endroit où vous allez pouvoir retrouver la réponse plus spécifiquement à chacune des questions. Si jamais vous voulez vraiment savoir ce qui a été répondu à votre question, vous pourrez la retrouver de cette manière-là également. Pour terminer sur la forme globale et pour en arriver finalement après au contenu, juste pour avoir justement, je parlais de la complexité parfois des dossiers de demande de permis. Donc sachez qu'une étude d'incidence, elle va être composée d'un rapport de base, un rapport final qui va faire quand même plusieurs centaines de pages, qui reprendra l'ensemble des analyses, auquel sera associé un dossier d'annexe technique, d'annexe spécifique, qui permettront aux plus intéressés d'entre vous, à ceux qui veulent vraiment approfondir le sujet, d'aller rechercher les hypothèses qui ont été utilisées, aller y retrouver des études complémentaires qui ont servi d'appui à l'étude d'incidence, une série d'éléments plus spécifiques qu'on n'a pas remis dans le rapport. Un dossier cartographique pour aider à la compréhension visuelle et spatiale des choses. Et dernier, mais ce n'est pas le moins important, c'est le résumé non technique. Donc c'est une obligation, nous avons l'obligation de rédiger ce résumé pour permettre à tout à chacun qui ne dispose pas spécifiquement de compétences particulières en matière d'environnement, en matière de techniques diverses ou d'approches scientifiques, de comprendre finalement le projet et ses enjeux sur l'environnement. Donc ce résumé non technique, ça permet aussi d'aller beaucoup plus vite à l'essentiel. Il va faire 30, 40 pages, donc ça va permettre d'avoir une bonne compréhension, un bon avis global sur le projet. Par contre, ça ne permet pas d'approfondir la question. Si jamais vous voulez vraiment aller plus loin dans les réflexions, je vous invite vivement à aller dans le dossier de base. Voilà. Alors, peut-être pour entamer sur la suite de la séance déjà, quels sont les grands thèmes, les questions qui se posent habituellement, traditionnellement par rapport à ce type de projet. Donc, on va les passer en revue un peu par bloc et je vais vous les mentionner de manière un peu générale et on pourra les approfondir si vous avez des questions. Alors, le sol, ici, vous avez vu, on va remblayer, on va toucher vraiment au sol. Et donc là, on vous a parlé de pollution existante, ok, on va les assainir, ok, les techniques qui vont être mises en place sont-elles adéquates? Est-ce que l'assainissement ou le remblaiement ne va pas apporter, ou les travaux qui vont être réalisés ne vont pas apporter de nouveaux risques de pollution? C'est aussi une question que l'on peut se poser dans le cadre de cette étude. On a des constructions existantes qui sont vouées à rester, il y a des entreprises voisines. Est-ce que les travaux qui vont être réalisés ne vont pas avoir d'impact sur les constructions voisines notamment? On vous a parlé des eaux, l'eau souterraine, il y a aussi des implications par rapport à cela. On vous a dit que les pollutions étaient captives. Voilà, veillons à ce qu'elles restent à ce niveau-là et qu'il n'y ait pas de suraggravation en termes de pollution ou de modification des conditions d'écoulement souterrain, par exemple. En parlant d'eau, on peut revenir en surface. Et là, il y a toute une série de questions qui vont se poser, qui vont être analysées sur la gestion des eaux. Donc le site aujourd'hui, l'eau, elle se gère, on va dire, plus ou moins comme elle peut avec les infrastructures qui sont existantes dans l'état dans lequel elles sont aujourd'hui. Demain, tout cela va être remanié, on va remodifier le relief, il va y avoir de nouveaux plateaux, des bassins vont être modifiés, vont être rajoutés, agrandis. Est-ce que toutes ces modifications vont bien être intégrées avec un système de gestion des eaux adéquat? Est-ce que les dimensionnements des bassins qui vont être aménagés vont être adéquats par rapport au volume d'eau pluviale qui vont être récupérés? Même chose par rapport aux eaux usées. Est-ce que les infrastructures qui sont existantes en aval, tant en termes de conduite que de capacité de traitement, et là on pense à la station d'épuration, sont adéquates par rapport aux ambitions qui sont envisagées par rapport au site? Questions spécifiques aussi qui peuvent se poser par rapport à des aléas éventuels d'inondation, si le site en est traversé, qu'il soit diffus ou concentré. Donc il y a parfois des mesures à prendre, d'autant plus si on vient modifier l'écoulement des eaux. Donc il ne faudrait pas déplacer des situations ou des écoulements vers des endroits qui ne seraient pas maîtrisés. Donc c'est un élément à contrôler également. On passe ensuite, finalement, après avoir fait les rejets diffus, à les rejets liquides, aux rejets gazeux. Et donc là, on va penser finalement aux rejets dans l'air. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme rejet par rapport à ce type de travaux? Tout ce qui est installation de chantier va fonctionner avec des carburants, et donc va dégager des gaz de combustion. Quels vont être ces types de gaz? Quelles sont les quantités? Où vont être les rejets? Est-ce qu'il y a des techniques de filtration qui sont prévues pour limiter ces rejets? Des questions qui peuvent se poser aussi. Dans les travaux de remblaiement, il y a aussi la question des poussières qui va se poser. Donc, est-ce qu'il y a des mesures de précaution ou d'atténuation de la dispersion des poussières qui sont prévues, notamment par rapport aux entreprises voisines, qui ont parfois des installations de pointe ou qui nécessitent d'avoir des installations tout à fait propres en la matière. Donc voilà, une série de questions qui peuvent se poser en la matière, justement.
Alors, on vous a parlé aussi de la biodiversité. On a vu qu'il y avait un vaste programme qui était envisagé justement sur ce site. Et donc là, il y a toute la question qui va se poser par rapport à l'adéquation des aménagements qui sont prévus par rapport à la qualité actuelle et aux espèces protégées qui sont présentes sur le site, par rapport aux mesures de compensation qui sont prévues. Est-ce que ces aménagements, est-ce que le phasage aussi qui va être proposé, vous avez vu, c'est un phasage sur plus de 10-15 ans qui est envisagé. Donc, il va falloir que les mesures en faveur de la biodiversité soient également adaptées au regard de ce phasage. Et donc, est-ce que ces mesures sont adéquates au regard de la qualité du milieu et au regard de ce que du rôle actuel et du rôle potentiel que ce site pourrait jouer dans le réseau écologique local ou supralocal. On vous a parlé aussi beaucoup de paysages, de réaménagement. Donc là, voilà, on va modifier le relief. Quelles sont les implications par rapport au niveau projeté? Est-ce que ça va modifier les vues par rapport au site? Est-ce qu'on va avoir des différences notables par rapport à aujourd'hui? On vous a parlé d'une butte, d'un agrandissement de butte. Voilà, quelles sont ces mesures? Est-ce qu'elles seront perceptibles depuis les abords du site? Et depuis où? Et donc là, il y a tout un travail de photomontage qui pourrait être réalisé, ou en tout cas d'analyse des points de perception de ce site. Lorsqu'on fait des gros talus, il peut parfois aussi se poser des questions d'ombrage ou autres qui peuvent être approfondies plus ponctuellement. Alors, plus par rapport aux questions, je veux dire, liées à l'homme et à ses activités, on pense à la mobilité, on vous en a parlé. Donc là, il y a une série de questions qui vont se poser aussi. Donc voilà, il y a des travaux qui sont prévus, ça veut dire des camions, des bateaux, très bien. Quels sont les volumes qui sont de véhicules, quel est le charroi qui va être généré? Donc on va l'estimer, en tout cas tenter de l'estimer sur base justement des volumes de terre, du rythme du chantier, du phasage prévu. Est-ce que les infrastructures d'accès sont adéquates par rapport à ce charroi? On vous a parlé de la voie d'eau, il ne faudra pas l'oublier non plus. Est-ce que le demandeur a bien vraiment exploité tout le potentiel des voies d'accès au site? Question aussi spécifique par rapport à la voirie. Est-ce que la voirie qui va être aménagée sera adéquatement dimensionnée par rapport... Et là, on prend un peu d'avance sur les développements futurs. Est-ce qu'elle sera adéquate par rapport au charroi qu'elle devra accueillir à la suite des aménagements qui seront réalisés? Même question aussi par rapport à la sécurisation, à la sécurité routière, plus spécifiquement. Alors, qui dit travaux, grosse période de chantier, dit aussi des questions de bruit qui peuvent se poser, de vibrations également. Et donc, à ce niveau-là, voilà, quelles sont les nuisances qui vont être générées au regard des installations qui seront prévues, au regard des machines qui seront utilisées? Est-ce que ces niveaux de bruit, d'une part, respectent les valeurs limites qui sont imposées par la réglementation? Et d'autre part, est-ce qu'elles sont susceptibles, au-delà de ça, de générer des nuisances par rapport au voisinage? Et de nouveau, on pense entreprises et résidents. Question énergétique également qui se pose, dans une moindre mesure ici, pas spécialement pour les bâtiments, mais plus spécifiquement par rapport aux techniques qui vont être utilisées. Voilà, de fait, toutes les installations vont devoir fonctionner avec un carburant, une source d'énergie. Quelle va être cette source d'énergie? Est-ce qu'elle est finalement la plus propre possible au regard des techniques disponibles? Est-ce qu'elle fait appel aux meilleures techniques disponibles en la matière? Donc, ce sont des questions qui vont pouvoir être posées également. Dernier point, c'est moins pertinent ici dans le cadre du chantier de remblaiement et d'assainissement, parce qu'on a moins d'éléments bâtis. Mais donc les questions d'urbanisme, de cadre bâti, de patrimoine se posent aussi. En tout cas, il y aura un contrôle qui sera fait à ce niveau-là. Donc voilà, est-ce qu'il y a des installations présentes ou des bâtiments qui sont prévus, qui sont existants ou prévus et qui risquent d'être impactés par le projet? Si oui, de quelle manière? Les questions se poseront également. Dernier point, finalement, donc les aspects socio-économiques au sens large. Et par là, il faut aussi entendre santé humaine et population. Et donc, toutes les questions qui n'auront pas été abordées de manière spécifique ou qui, justement, doivent faire l'objet d'une approche plus transversale au regard de l'approche plutôt de la population. Est-ce que ce projet s'intègre au regard des techniques, finalement, d'accompagnement et des mesures qui seront prises par le demandeur, s'intègre dans son voisinage? Ou si pas, est-ce qu'il y a des risques et quelles sont les mesures qui devraient être prises plus spécifiquement? Et on terminera par une approche aussi plus informative sur finalement l'emploi, la fréquentation du site et des données qui vont nous permettre d'alimenter finalement des chapitres, des thématiques telles que la mobilité plus spécifiquement. Voilà, pour vous avoir brossé les grandes thématiques qui seront abordées dans le cadre de cette étude. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail et tout de suite, je pense je vais vous laisser la parole à Bénédicte Robert pour clôturer cette séance de présentation et vous passer
aux questions-réponses. Merci beaucoup. Non, je ne l'utilise plus. Moi, j'ai le mien qui me suit, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, effectivement, hein, je vous l'avais dit, qu'on allait prendre à peu près 1 heure pour vous informer sur le projet. Donc maintenant, on passe dans la deuxième phase de cette réunion. Cette réunion, elle est enregistrée, elle est filmée même, et sachez que la vidéo de cette réunion sera encore disponible pendant 15 jours. Donc si certains d'entre vous veulent la revoir, elle est disponible tout le temps que dure la période d'envoi des courriers en fait. Et donc ça, elle sera disponible sur le site internet de la commune de Senef, normalement, si techniquement tout se passe bien, dès demain. Alors, le procès verbal, je vous l'ai dit, il va être fait, donc soyez bien attentifs, il faut que vous décliniez votre identité lorsque vous allez prendre le micro. Si même vous le prenez plusieurs fois, eh bien, vous devez chaque fois redonner votre nom et votre prénom. Alors il faut évidemment aujourd'hui et ce soir tout particulièrement parler dans le micro, sans quoi les gens qui nous suivent chez eux ne vont pas entendre votre intervention et donc vont perdre une partie de l'information. Alors le micro, il va être tendu, la perche par madame, qui respectera donc la distance nécessaire et qui vous permettra de vous exprimer. Alors, chez vous, pour les personnes qui souhaitent intervenir par le chat, quelque part, les règles sont les mêmes. On vous demande d'indiquer votre nom et votre prénom, et puis de rédiger votre question. Comme je vous l'ai dit, c'est ma collègue Alexandra qui nous en fera part pour que vous puissiez, au même titre que les gens qui sont présents ce soir, intervenir dans cette deuxième partie de la réunion. Alors, je propose que, bien entendu, on reste dans le sujet de la réunion. Peut-être qu'il y a des questions que vous vous posez sur le territoire de la commune ou d'autres sujets, mais dites-vous que voilà, ce soir, on est vraiment là pour essayer d'enrichir l'étude d'incidence, et donc ce n'est pas le lieu pour commencer à débattre d'autres sujets, même s'ils sont fort intéressants. Alors, est-ce qu'il y a une première question ? Monsieur ? On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, on m'entend ? Oui. Ça va. Mon nom c'est Michel Skies et j'ai des questions d'abord sur 2 thèmes. Le premier c'est en rapport avec la mobilité et l'autre est en rapport avec l'environnement. Au niveau de la mobilité, il existe actuellement le long de la chaussée de la Résistance, donc au niveau presque de la zone des bassins que vous avez indiqué, un rond-point dans lequel il y a eu un début de voirie qui était entamé. Est-ce qu'il y a un projet d'ouvrir par ce biais-là également une nouvelle voirie, oui ou non ? Oui. Petite parenthèse par rapport à ce rond-point, il est très mal fait puisqu'il est très mal incliné. Et donc, il y a beaucoup de camions qui passent par là et il y a des fois des pertes de chargement parce qu'il est vraiment mal conçu. D'accord. Deuxième question en rapport avec la mobilité. Vous avez parlé également d'un projet concernant la sucrerie. Et est-ce qu'on envisage la création d'une bretelle le long de l'autoroute, justement, pour accéder plus rapidement sur la zone concernée ? Pas uniquement pour la zone d'assainissement, mais également pour l'ensemble du zoning de la zone C de Feuilly. Alors, j'ai encore d'autres questions en rapport donc avec l'environnement. Vous avez parlé donc d'une zone un petit peu d'aménagement de différents types de biotopes. Est-il prévu un entretien ? Parce qu'à un moment donné, si les zones de prairies ne sont pas entretenues, on va laisser les arbres reprendre le dessus. Donc, par rapport à ça, de voir ce qui est prévu. Et une autre question par rapport aux eaux pluviales. Donc, si j'ai bien compris, les eaux pluviales donc, sont les eaux qui tomberaient sur le sol et qui ne sont pas reprises par le système d'égouttage, partiront vers le projet de la nouvelle mare. C'est bien ça ? On va préciser tout ça. Ouais. Est-ce que l'on prévoit, avant que cette eau n'arrive directement dans la mare,
une zone tampon, sachant que, inévitablement, il y a toujours un risque de pollution minime actuellement, puisqu'il y aura des véhicules qui seront présents, il y aura du stockage de matière, notamment de carburant, peut-être d'hydrocarbures au niveau des huiles, et que des risques d'épanchement ne sont pas exclus. Et par après aussi, donc, est-ce qu'on envisage une zone tampon avant que cette eau n'arrive dans le bassin? Voilà, merci à vous. Merci monsieur. On va prendre le premier point relatif à la mobilité et au rond-point qui est en construction. Je pense, monsieur Lefebvre, que c'est à vous que s'adresse cette question, étant donné que c'est l'intercommunal qui est gestionnaire du zoning. Oui, tout à fait. Donc, en ce qui concerne la première question pour le rond-point et l'amorce existante, donc effectivement rond-point qui en termes d'équipement avait été fait à l'époque par l'intercommunal, effectivement l'opportunité et l'étude des accès au site qui a été étudiée par le consortium, évidemment s'est penchée sur cette question. La solution du raccordement à ce rond-point-là n'a pas été retenue pour une question qui est en principal lien avec la topographie actuelle du site. On vous l'a dit, avec le projet de reconversion, avec la présence des bassins qui jouxtent en fait l'amorce et le rond-point en question. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment la configuration du site et la destination après reconversion qui en fait ont évacué cette possibilité de raccordement. La deuxième chose, c'est aussi une question de rationalisation des équipements par rapport à l'accès aux futures parcelles économiques. Et donc effectivement, quand on voit le projet de reconversion, eh bien, il y aurait eu là, si ça avait été possible en raison du projet et de la topographie, eh bien, il y aurait eu là quelques centaines de mètres de voirie qui n'auraient permis de desservir aucune parcelle viabilisée à destination de l'activité économique. Or, comme je le disais, c'est effectivement des éléments qui sont importants pour l'ensemble des partenaires du projet. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, c'est un projet qui est innovant et dont le but est quand même de pouvoir reconvertir cette friche avec une certaine efficience en termes de dépenses publiques notamment, parce que quand on parle de partenariat, il y a un investissement du pouvoir public. Le projet va bénéficier de subsides wallons. Et donc effectivement, ces deux éléments ont fait qu'il a été privilégié un axe et une relation entre la rue Jean Rostand existant et la rue Zénogramme, plutôt que d'aller se repiquer effectivement sur le rond-point. Rond-point qui pourrait néanmoins quand même desservir les parcelles qu'on voit à gauche et qui sont les parcelles tout à fait boisées, qui sont les parcelles propriétés d'IDEA et qui sont effectivement aussi disponibles pour un investisseur potentiel. En ce qui concerne la création d'une bretelle autoroutière, effectivement, ce n'est pas du tout envisagé aujourd'hui. En termes d'accessibilité, alors, on n'a pas envisagé la création d'une bretelle, c'est encore une fois des éléments qui relèvent là, ici, du SPW route, donc de la région. Et est-ce que le site en a vraiment besoin en tant que tel? Et quand je parle de site, là, je parle de la ZAE, du zoning dans son ensemble. Le fait de pouvoir accéder par la rue Jean Rostand est vraiment un élément tout à fait intéressant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une bretelle au sens propre, mais c'est vraiment un accès immédiat et direct à partir de l'autoroute. On sort de l'autoroute, on fait un double virage à gauche et effectivement, on arrive directement sur cette voirie Jean Rostand qui va permettre de donner accès au site BASF, mais aussi d'améliorer la mobilité globale de la ZAE. Et au sujet de la rue Jean Rostand, effectivement, c'est une question qui peut se poser. Aujourd'hui, son gabarit ne permet pas justement d'absorber ces flux et l'intercommunal a prévu dans son programme d'investissement en lien avec ses parcs industriels de réfectionner de manière complète cette voirie en élargissant son gabarit pour pouvoir justement améliorer cette entrée principale du site en lien avec les différents charrois et notamment aussi en lien avec la sucrerie. Donc effectivement, ces questions ont été envisagées. On était en train de regarder s'il n'y avait pas un slide qui nous permettait de bien voir l'éventuelle bretelle. Je mentionnais celui-ci, où on voit l'accès avec la sortie depuis la E19. Maintenant, voilà, ce sont des suggestions que vous posez et qui seront certainement analysées dans l'étude d'incidence. Au niveau de l'environnement, c'est une question aussi intéressante. C'est vrai qu'il y a un beau projet et un beau programme qui est proposé. Au niveau de l'entretien, c'est de nouveau vous, je pense, monsieur Lefebvre, qui vous pouvez répondre. Comment est-ce qu'on gère ce genre de choses ?
Alors effectivement, il va y avoir... Donc l'entretien est bien prévu au sein du partenariat public-privé, au sein du futur PPP. C'est effectivement programmé et ça a été réfléchi. Et donc il va y avoir en fait 2 grands types d'entretien. Il va y avoir l'entretien des plateaux en tant que tel. Et si on pratique de la même manière que ce que fait IDEA avec ses parcelles aux alentours et sur les zones d'activité économique en général, pour ce qui concerne le fauchage de ces parcelles, en général, nous essayons de trouver une collaboration avec un agriculteur local qui peut bénéficier, en entretenant les parcelles, il pourra lui bénéficier du fourrage pour ses animaux. Donc ça, c'est ce qui concerne les plateaux. En ce qui concerne effectivement la grosse zone verte, qui est vraiment un élément important du projet, où on va vraiment avoir là près de 10 hectares qui vont être un petit peu redédiés à la faune et à la flore, là, ça va demander effectivement une réflexion un petit peu spécifique. Et donc là, on peut envisager, donc c'est encore une fois à l'étude, mais on peut envisager des partenariats avec des ASBL, avec des ASBL de type Natagora, etc. pour une partie. Pour d'autres parties, on pourrait aussi envisager un entretien commun à charge des entreprises qui viendraient s'implanter sur la ZAE. Et donc c'est effectivement un des nouveaux prescrits du décret relatif au parc d'activité économique, c'est aussi de permettre cette mutualisation des entreprises. Donc si aujourd'hui le modèle n'est pas encore tout à fait arrêté en termes de qui va le faire et de quel type d'entretien de manière tout à fait spécifique va être réalisé sur place, c'est quelque chose qui est à la réflexion et il y a différentes pistes de solutions. Merci. On va arriver alors à la question des eaux pluviales. C'est peut-être pour vous, Madame Escoufler. Donc je vais remettre le slide de votre présentation. Voilà. Et donc, Monsieur Serret faisait la réflexion, les eaux pluviales coulent sur les parcelles dans chacun des secteurs, avec des possibilités effectivement de restes d'hydrocarbures ou d'épanchements divers. Il n'y a aucun filtre avant rejet dans les bassins. Donc au niveau des eaux pluviales, il s'agit effectivement de récolter principalement les eaux en voirie, les eaux qui ruissellent sur la voirie. Et donc il est bien prévu au minimum un séparateur d'hydrocarbures avant le rejet vers le bassin, quitte même, et là on pourra même l'envisager via les recommandations de l'étude d'incidence, une zone tampon supplémentaire encore à la suite de ce séparateur, mais il y a bien un système qui est prévu pour cela. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah ben voilà, les bracelets. On va aller dans le fond, et puis je reviendrai vers vous, monsieur, et puis chez vous. On vous écoute. Bonsoir, je m'appelle Mickaël Bastin. Donc j'ai bien entendu qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de type de sociétés qui sont désignées, les sociétés qui vont s'implanter. Et je voulais savoir si, quand même, de manière préalable, comme il s'agit d'un très gros projet, est-ce que vous n'avez pas déjà des noms? Plus précisément, est-ce que ça va être des sociétés industrielles de services, des sociétés industrielles chimiques, des sociétés industrielles qui seront plus ou moins polluantes? Et est-ce qu'il va y avoir des critères pour décider, voilà, est-ce que telle ou telle société pourra s'implanter? Merci. Merci, monsieur. Ça, c'est pour vous, monsieur Lefebvre. C'est vous qui gérerez tout ça une fois que les travaux seront faits. Oui, effectivement. Donc, c'est une très bonne question. Donc, la situation de droit des terrains, c'est qu'on est là dans une zone d'activité économique de type industriel qui va être reconfigurée pour pouvoir répondre à un besoin industriel qui est notamment de pouvoir disposer de parcelles de grande superficie. Et effectivement, quand on parle de ce type de configuration et de parcelles, on s'attend à avoir des entreprises qui sont d'un gabarit important et qui, en termes de type d'entreprise, sont des entreprises industrielles. Aujourd'hui, ces besoins ils sont identifiés en IDEA parce qu'on a eu plusieurs demandes sur l'ensemble du cœur du Hainaut en termes de terrain de grande dimension. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas thématiser de manière spécifique les entreprises qui vont pouvoir être reçues sur ce nouveau site. Quand je dis qu'on n'a pas thématisé, ça veut dire que seront admises sur le site BASF reconverti toutes les entreprises qui répondent aux conditions d'implantation dans les zones d'activité économique industrielle. Donc effectivement, on est sur des entreprises de grand gabarit, on n'est pas sur de la PME locale. Après, est-ce qu'il va y avoir effectivement des critères de sélection des entreprises? Au sein d'IDEA, actuellement, ces critères de sélection se font en fonction de la destination et de l'affectation au plan de secteur. Il n'y a pas de sélection sur le type d'entreprise en particulier. Donc voilà, ça c'est aujourd'hui, on ne sait pas encore et on n'a pas
d'entreprises qui ont déjà marqué un intérêt. Mais effectivement, on pourrait avoir des entreprises telles que, par exemple, si je prends l'exemple le plus récent, la sucrerie aurait pu s'implanter sur le terrain BASF. Une entreprise pétrochimique, on est quand même dans le premier zoning pétrochimique wallon, une entreprise pétrochimique pourrait s'installer sur ce site. Une entreprise de type Céveso, on est dans une zone Céveso, effectivement, pourrait venir s'implanter sur ce site. Et ces caractéristiques de reconversion répondent à un besoin aussi. On est là en plein cœur de ce zoning, comme je l'ai dit, qui est un zoning stratégique pour l'intercommunal, pour lequel le taux de saturation augmente de plus en plus. Et donc, effectivement, pourront être accueillis différents types d'entreprises, mais je ne sais pas vous dire aujourd'hui exactement quel type d'activités particulières seront exécutées sur le site. Merci. Ah, monsieur, vous avez un complément? Ici, j'ai bien compris qu'il y a une étude d'incidence qui est faite pour réhabiliter le site, mais peut-être vous n'avez pas encore la réponse, mais est-ce qu'il y aurait une étude d'incidence qu'on va dire, voilà, telle ou telle société industrielle dont les activités pour avoir de l'incidence sur l'environnement pourront s'implanter, mais est-ce qu'il va y avoir une étude d'incidence sur l'incidence vraiment de l'activité qui sera implantée avant de décider qu'elle pourra s'implanter ou pas? Ah oui, ça c'est une question très intéressante. Peut-être Madame de Hultz, vous pouvez répondre. Donc, l'étude d'incidence qui sera propre aux futures entreprises qui s'installeront, le cas échéant, elle aura lieu lors de la demande de permis de ces entreprises-là. Donc, comme on l'a expliqué, notre demande de permis aujourd'hui, c'est pour la reconversion du site, son assainissement et sa préparation pour l'installation des futures entreprises. Mais les entreprises qui s'installeront seront elles-mêmes soumises à une procédure complète de demande de permis. Et en fonction du type d'activité, elles seront donc soumises à une étude d'incidence. Et c'est dans ce cadre-là qu'on étudiera les incidences spécifiques de ces entreprises. Et comme l'a expliqué François, l'étude d'incidence servira d'outil décisionnel pour l'administration compétente pour ces permis-là. Donc c'est vraiment clair, hein. Chaque société qui va venir s'implanter, quel que soit le secteur sur lequel elle va se retrouver, devra faire la même procédure que l'on fait aujourd'hui. Donc vous aurez, si l'activité est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement, vous aurez une réunion comme ce soir, il y aura une étude d'incidence, il y aura le dossier complet que vous pourrez consulter pendant 30 jours et à ce moment-là, alors remettre un avis en tant que citoyen quant à l'implantation concrète de cette société-là sur le site. Donc vous voyez, aujourd'hui c'est encore un peu flou, mais ça va se préciser et vous aurez des informations nécessaires. Ça va? Oui? Monsieur, ah bon, excusez-moi, la perche part par là, mais on viendra chez vous après. Bonsoir, merci. Jacques Piffroun. Dans la présentation sur l'assainissement du sol, vous avez 3 propositions dans les types d'assainissement. Soit le confinement des matières polluées, et sur l'ensemble du site, il y avait quand même pas mal de zones violettes, soit le traitement sur place, soit l'excavation et l'enlèvement. Quels vont être les facteurs déterminants pour le choix de l'une ou l'autre des opérations? Soit le confinement, soit le traitement sur place, soit l'excavation et l'enlèvement. Puisque si on fait l'analyse des pollutions, vous avez également présenté qu'il y avait des pollutions qu'on peut qualifier en surface, jusqu'à 2-3 mètres. En dessous, on arrive déjà dans le sous-sol. Dans quelle mesure et comment a été pollué, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une ancienne usine pétrochimique qui a forcément dû avoir des déchets résiduels qui se sont enfoncés dans le sol. Donc comment va-t-on déterminer, ou quels sont les facteurs déterminants qui vont être choisis pour confiner, extraire ou traiter sur place? Merci monsieur. On demande à notre expert en pollution, M. Nakertz. Oui, bonjour monsieur. C'est effectivement une bonne question et ça c'est la chose qui est sous étude actuellement. Donc la façon de traiter les terres, ça dépend de leur traitabilité, de ce qui est techniquement possible de faire avec. Et ces choses-là sont tous sous étude pour l'instant. Donc le choix de ou bien les garder sur site, de les traiter sur site, ou de les confiner sur site si elles ne sont pas traitables, ou de les envoyer vers un centre de traitement, dépendant de la capacité de ces centres et si c'est possible de les traiter pour eux. Peut-être que Madame de Hultz, vous pouvez amener un complément, parce que vous êtes dans toutes les demandes pour que monsieur puisse s'y retrouver. Donc ici, on vient d'expliquer qu'actuellement, c'est toujours à l'étude. Mais quelque part, quand vous aurez votre permis, quand vous déposerez votre permis, vous devrez être, entre guillemets, décidé. Enfin, vous saurez ce que vous proposez. Vous sauriez nous réexpliquer un petit peu le dossier qui est actuellement à la direction de l'assainissement du sol et quand est-ce qu'on pourra
quand est-ce que monsieur pourra avoir réponse à sa question si aujourd'hui, manifestement, maintenant, on n'est pas capable de lui donner? Alors, dans l'étude actuelle, on a déjà pu déterminer précisément quels sont les risques et en quoi la pollution présente un risque. Est-ce que c'est par migration, est-ce que c'est par évaporation, etc. Et dans le cadre du projet d'assainissement, donc, la comparaison des variantes, c'est une obligation. L'expert va devoir comparer les différentes techniques possibles. Et donc, concrètement, ce qu'on fait maintenant, c'est notamment un projet pilote pour voir dans quelle mesure les terres sont traitables sur le site, et ce, afin d'éviter notamment du charroi. Et en fonction des résultats de cet essai, on va pouvoir décider quelle est la meilleure technique disponible. Le principe qui doit toujours être respecté dans un assainissement, ça c'est le décret SOL qui le dicte, c'est un principe de proportionnalité, c'est-à-dire que l'effort qu'on fournit pour traiter la pollution, il doit être proportionnel vraiment aux résultats obtenus. On ne va pas faire travailler des machines pendant des heures et des heures pour aller chercher le dernier carat de pollution si en réalité on montre qu'il n'y a pas de risque de migration ou simplement qu'un confinement en surface suffit parce qu'il permet d'éviter tout contact avec la pollution et qu'elle est suffisamment captive. Donc ce sont différents critères qui vont rentrer en compte. D'une part, les critères strictement techniques, la traitabilité qui est fonction du type de polluant, l'accessibilité à la pollution, si elle est extrêmement profonde ou si elle est en surface. Il y a des critères aussi de l'impact du chantier en lui-même, donc le charroi, les dégagements de CO2 liés à l'utilisation des machines. Et donc, ce sont tous ces critères-là qui rentrent en compte. Et il y a un outil qui a été mis en place par l'administration pour comparer les variantes, et en fonction du score de chacune des variantes, la décision est prise. Et donc, vous allez faire un projet d'assainissement qui va évoluer, et ce dossier-là, il se retrouvera dans votre demande de permis unique. Absolument. Donc, il sera consultable au moment de l'enquête publique et il sera également consultable via l'administration des sols. Donc, monsieur, vous aurez réponse. Voilà, aujourd'hui, voilà, ils ne sont pas encore... mais normalement, donc, il y aura un projet. Et ce projet-là, il sera joint à la demande de permis. Et donc, vous pourrez, si vous avez le courage, lire tout ça et en prendre connaissance. Et alors émettre éventuellement un avis, une fois que vous aurez l'information, dans le cadre de l'enquête publique. Et les autorités qui vont remettre le permis tiennent compte de l'ensemble des avis qui sont déposés, évidemment, pendant l'enquête publique. On a répondu à votre question ? Enfin, on vous a répondu qu'on ne savait pas répondre, mais ça va. Monsieur ? Oui, Georges Botson de la CCATM de Sonnef. Je voudrais tout d'abord vous féliciter pour l'exposé parce que j'ai participé à pas mal de réunions et je l'ai trouvé très bien fait, globalement. Mes questions principales, c'était ceux de l'avant-dernier intervenant. En fait, donc, vous y avez répondu. J'en ai d'autres quand même. La zone de l'étang, est-ce qu'il y a déjà des activités ornithologiques ou autres qui sont déjà présentes sur le site? Est-ce que vous faites ça pour les conserver ou pour les développer? Alors, deuxième chose, au niveau des transports de terre, j'imagine, est-ce que vous avez une estimation du volume et par quels moyens vont-ils être faits? Est-ce qu'il y a, je suppose qu'il y a un certain nombre de déplacements sur place même, puisque vous étendez la butte de 2 hectares, je pense. Et est-ce qu'au niveau, pour les exporter hors du site, est-ce par voie de camion, voie fluviale ou autre? Voilà. Merci. Merci, Monsieur Botson. La première question, je vais l'adresser à Madame Escoufler. Voilà, c'est vous qui avez travaillé sur le développement paysager de cette zone. Quelle connaissance est-ce que l'on en a actuellement et vos projets vont-ils dans la continuité ou même alors un apport éventuellement par rapport aux possibilités aussi bien au niveau de la faune que de la flore? Voilà. Donc, il y a déjà eu une évaluation biologique au niveau de ces zones. Et il y a effectivement des espèces qui ont été relevées et il y a bien présence d'espèces à la fois protégées et non protégées dans ces zones. Donc l'objectif, la zone étant à assainir, il va y avoir des interventions au niveau de l'assainissement et on a vraiment pour objectif de recréer ces milieux favorables. Alors les espèces présentes
au niveau du plan d'eau, c'est principalement voilà, les espèces d'oiseaux, il y en a toute une série. Donc, eux ne vont pas être directement impactés, c'est leur habitat qui va être impacté. Donc là, l'objectif est de bien recréer l'habitat favorable à leur développement, en termes de refuge, de nourriture, de nidification. Il y a une autre, au niveau de la flore, donc il y a une espèce qui a été aussi relevée sur le site, principalement au niveau des zones dégagées, qui est une espèce d'orchidée qui est présente dans le site. Là, il y a voilà, un impact à la fois sur l'espèce en elle-même et son habitat, et donc il est prévu par des systèmes de récolte avec des terres suffisamment larges au pied de ces espèces, de pouvoir les réimplanter dans le site, et voilà, par les aménagements que je vous ai présentés, de recréer aussi des milieux ouverts et propices à son développement. Donc c'est à la fois un mieux, puisque la zone sera assainie, donc un meilleur habitat pour le développement de ces espèces, et à la fois recréer les habitats permettant leur développement. Merci. Monsieur Van de Viver, tout ce qui est le transport des terres, c'est peut-être une question à laquelle vous sauriez répondre. Est-ce que votre question portait plus sur le mouvement de terre à l'intérieur du site pour la dépollution ou pour les remblais? Oui. À l'intérieur, ça n'a pas tellement d'impact. Hein. Ça va peut-être faire du bruit ou des poussières, je ne sais pas. D'accord. Mais c'est surtout le transport extérieur. D'accord. Pour les apports, pour les remblais. Pour les apports et les exports, parce que vous allez exporter. Okay. Donc pour j'imagine que vous ne dépolluez pas tout sur place, que vous allez devoir envoyer certaines terres polluées à l'extérieur pour la dépollution. D'accord, donc ça pour la dépollution, là c'est plus notre partenaire Écoterre, mais comme Emeline vient de le dire, les techniques de dépollution sont encore à l'étude et je ne crois pas qu'à l'heure actuelle vous savez dire quel sera le pourcentage traité sur site et évacué. Ça c'est... Voilà. Au niveau des remblais, donc on a parlé en effet d'un volume assez conséquent de remblais pour niveler les plateaux et les mettre tous à des niveaux plans pour pouvoir accueillir de nouvelles entreprises. On parle de plus ou moins 2 millions de mètres cubes. Sur une quinzaine d'années, ça représente grosso modo, si on met ça par jour, 100 camions par jour. Ça veut dire grosso modo, c'est 100 ou 80. Ça représente en trajet aller-retour une dizaine de camions, une dizaine de passages par heure, qui pourront répartir, je ne sais pas, Bénédicte, si tu sais remettre s'il te plaît la carte, qui seront répartis par les 3 principaux accès. Donc d'une part par la route, via l'autoroute et via la chaussée de la Résistance, et alors une part importante par la darse du port autonome qui se trouve juste au nord-est du site. Voilà. On ne sait pas dire actuellement, non, parce que si je vous disais quelque chose, ça serait de la pure invention. Non, ça on ne sait pas dire actuellement. Mais des contacts sont pris et c'est une opportunité qui peut être saisie. Oui, absolument. C'est un atout du site certainement, et on a déjà des contacts et un accord de principe avec le gestionnaire de la voie d'eau, qui est le port autonome du centre et de l'ouest, le PACO, qui gère la darse qui se trouve juste là, au bout de la chaussée de la Résistance, pour pouvoir utiliser cette darse qui a un accès direct au site via une des parcelles. Et ça, peut-être pour rappeler et donner un ordre d'idée, un bateau, ça représente à peu près combien un bateau, ça fait 40 à 50, enfin voilà, 40 à 50 semi-remorques, donc c'est évidemment très important. Ok, et intéressant. Oui. Mais et ça, c'est une information qu'on retrouvera dans votre permis? C'est quelque chose, vous pensez que dans votre demande de permis, l'information s'y retrouvera? Oui. À ce moment-là, vous serez allé plus loin dans votre réflexion. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a encore une question? Je vais me tourner vers ma collègue pour savoir si quand même les gens qui sont dans leur salon ne sont pas abandonnés. Mais monsieur, on vous écoute. Philippe de Troyes, membre de la CCATM, mais également point de contact du GRAC, le cycliste quotidien. Et vous vous en doutez, ma question posera sur la mobilité douce dans votre projet, parce que je n'ai rien vu du tout, à part peut-être une piste cyclable le long de la liaison entre la rue Jean Rostand et la rue Zénogramme.
ce qui est déjà pas mal parce qu'en fait, la structure actuelle des voiries du zoning fait que pour les cyclistes, il y a des détours qui peuvent aller jusqu'à 5 km pour rejoindre l'endroit où ils travaillent. C'est assez dissuasif. Et donc, bon, je vois qu'il rigole un peu parce que lui, c'est justement tout droit en venant de la maison. Il a de la chance, mais d'autres peuvent venir de la Louvière, de Mignot, de Soigny à vélo. Et la situation est nettement moins reluisante si on n'a pas cette bretelle-là. Mais il y a un chemin qui apparaît sur une de vos photos d'ailleurs, le long du grand bassin, et des chemins existants maintenant, d'après la carte IGN, et qui permettraient de rejoindre le bout actuel de la rue Zénogramme et de connecter un peu tout ensemble, de rétablir un peu un réseau pour la mobilité douce en général. Ça peut être des trottinettes électriques, ça peut être n'importe quel autre moyen de transport léger. Et le chemin, monsieur, dont cette dia permet peut-être... Donc ça part, par exemple, du rond-point. Oui. On doit traverser la Sennette, et puis de là, le long du grand bassin, le long de la clôture, il y a un chemin en continu qui apparaît encore fort bien sur des photos satellites. Et alors, il est accessible pour qu'on comprenne bien? Accessible pour le moment, il n'est pas accessible. Il est à l'intérieur des clôtures. Il est à l'intérieur des clôtures. D'accord, ok. Et donc vos questions, si j'ai bien compris, elles ont de deux ordres. Le premier, c'est la mobilité en général sur les routes qu'on va aménager. Est-ce qu'il y a des pistes cyclables qui sont prévues? Et le deuxième point, c'est cette éventuelle possibilité de réaménager, de pouvoir rendre accessible ce chemin qui traverse le site au sud. Ce n'est qu'un exemple. Il peut y avoir d'autres, oui, c'est ça, et éventuellement d'autres choses. Voiries existantes ou à créer qui couperait en diagonale pour rejoindre Total en venant, avec d'autres voiries à créer, en venant par exemple de la gare de Famille-Heureux à vélo. D'accord, ok. Ça va. Donc on va découper les choses. Peut-être que Madame Escoufler, vous pouvez répondre. C'est vrai que vous avez montré, donc Madame Escoufler, j'imagine que votre propos va porter sur ici la route à l'intérieur du site. Vous avez montré tout à l'heure une coupe, et c'est vrai que sur cette dernière, il y avait, me semble-t-il, pas la présence d'un, ou peut-être qu'on ne l'a pas compris, je ne sais pas, la présence d'une piste cyclable. Voilà, donc non, à ce stade-ci, il est prévu un accotement piéton, mais pas forcément cyclable, quoique un accotement piéton pourrait encore... non, en tout cas, accotement piéton prévu à ce stade-ci. Au travers de l'étude d'incidence, s'il y a un intérêt, en tout cas, de créer des connexions, et à la fois, il faudra le remettre dans le contexte du plan cyclable à l'échelle de la commune et des connexions, voilà, des intérêts de liaison au niveau de la demande de travailleurs potentiels dans le zoning. En tout cas, ce sera étudié et envisagé, et l'intérêt de le réaliser voilà, transparaîtra au travers de cette étude. Mais aujourd'hui, à ce stade-ci, c'est un accotement piéton qui est prévu, comme vous le voyez dans la coupe. Alors, Madame de Hulst, vous connaissez bien le site. Monsieur parle d'une éventuelle possibilité, mais qui se trouve à l'intérieur de la clôture. Ce serait quelque chose que vous envisageriez. Et puis après ça, on va voir de manière globale comment est-ce qu'on gère tout ça aux zones de l'activité, dans la zone d'activité économique. Hein. Et ça, ce sera avec Monsieur Lefebvre. Vous connaissez le chemin dont Monsieur parle dans... Tout à fait. Alors, on pourrait envisager de l'utiliser, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même une demande claire du DNF de garder la plus grande quiétude possible dans cette zone, puisque l'objectif est vraiment d'en faire une zone d'accueil pour l'avifaune. Et donc, il faudrait voir dans quelle mesure la fréquentation de ce chemin serait compatible avec la demande du DNF. Mais on pourrait en discuter tout à fait avec eux. Mais... Oui, ce serait peut-être intéressant. Donc, Monsieur Albardier, il faut envisager les choses. Et Monsieur Lefebvre, maintenant, et je pense que c'est un peu la question globale aussi que Monsieur pose, en termes d'aménagement aujourd'hui, c'est vrai que la mobilité douce est quand même prônée de plus en plus. Et est-ce que c'est une politique qui est aussi menée au sein de la zone d'activité économique de Feluy et dans les intentions de l'intercommunal de manière générale, hein, je parle, et sur la rue de la Résistance, sur l'extension de la rue Jean Rostand qui va avoir lieu?
Alors, sur le principe général, il faut bien se rendre compte qu'ici, on est sur la ZAE de Feluy, on l'a dit, qui est reconnue depuis 69, donc une très vieille ZAE. Évidemment, la réflexion en termes de conception de zones d'activité économique au sein d'IDEA a bien évolué depuis. On est maintenant effectivement dans une démarche où systématiquement la mobilité douce est envisagée dans le cadre de la création des zones d'activité économique. Je vais vous répondre au sein du projet et puis après peut-être voir comment on peut élargir ça à la ZAE. Alors aujourd'hui, effectivement, au sein du projet, il n'est pas prévu de piste cyclable. Alors la raison, elle est toute simple, c'est que ce projet se limite à une connexion entre deux voiries qui elles-mêmes ne bénéficient pas de piste cyclable. Et donc effectivement, on est plutôt dans une continuité de l'existant, mais ça peut tout à fait être étudié même si ce n'est pas prévu aujourd'hui. La question se pose donc effectivement à étendre cette réflexion à l'échelle de la ZAE. Si on parle d'étendre cette réflexion à l'échelle de la ZAE, notamment pour appuyer un petit peu le fameux plan cyclable dont on parlait, etc., il faut qu'il y ait une concertation entre l'intercommunal et les différentes communes de Senef et d'Écosine, notamment parce que les voiries intra-zoning, si elles ne le sont pas encore, sont destinées à être sous gestion communale. Aujourd'hui, il n'est pas prévu de réaménager l'ensemble du zoning en aménagement mobilité douce, je vais le dire comme ça, mais néanmoins, il y a des possibilités en termes d'équipement de parcs d'activité économique, d'approcher la région quand il y a des grosses réfections de voiries à faire. Et lors de ces travaux de réfection, effectivement, systématiquement, se pose la question de se dire est-ce qu'on refait à l'identique ou est-ce qu'on profite pour mettre à jour les infrastructures. Cette réflexion-là, le sujet peut être mis sur la table, mais il n'y a aujourd'hui aucun projet de ce type-là qui est prévu au sein de l'intercommunal, mais effectivement, en termes de concertation avec nos communes associées, c'est des sujets qui peuvent tout à fait être discutés au sein de l'IDEA. Merci. On me fait signe en me disant qu'il y a quelqu'un qui a fait une remarque sur le chat, et donc voilà, on va écouter Alexandra. Oui, j'ai une question de Monsieur Colette qui souhaitait savoir si il sera possible à l'avenir d'utiliser peut-être le grand bassin pour des activités de loisirs. Ah ben ça c'est pour vous, Madame Escoufler. Alors vu les aménagements et l'objectif de développer la biodiversité dans cet endroit, non, le loisir n'est pas du tout envisagé sur le grand bassin. D'ailleurs, l'accessibilité au public non plus, c'est vraiment une zone refuge, voilà, pas plus. Merci. Merci. Je reviens vers vous. Est-ce qu'il y a encore une question? Ah, Monsieur Lefebvre, on vous écoute. Juste pour compléter aussi, n'oublions pas qu'en termes de loisirs, on est quand même dans une zone qui accueille des entreprises Céveso. Et donc, il faut effectivement ne pas oublier que ça reste une zone industrielle avec des entreprises Céveso, avec des risques. Et donc, c'est vrai qu'en termes d'accueil du public pour ce type d'activité, c'est effectivement incompatible, je peux le dire, avec la situation du zoning et les activités qui y sont développées. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur, on vous écoute. Redonnez-nous malgré tout votre nom. Je reviens sur le fait de mettre une piste cyclable ou pas sur la nouvelle voirie. Je ne comprends pas très bien pourquoi on ne mettrait pas d'office une piste cyclable et éventuellement pour ultérieurement compléter sur les autres voiries existantes. Parce que si vous ne la mettez pas maintenant, vous allez devoir la refaire un jour, peut-être globalement. Alors que là, vous avez l'occasion de déjà mettre une piste cyclable sur la voirie qui pourra servir ou être connectée facilement lorsque vous ferez les autres parties. Je ne saisissais pas très bien votre raisonnement. Merci. Ah, Madame la bourgmestre va peut-être répondre. Bonsoir. Bonsoir, merci. Oui, je voulais répondre parce que justement, c'est une discussion qu'on a eue avec IDEA et avec Madame Stéphanie Libert il y a une semaine, de dire qu'il fallait qu'on ait une réflexion globale dans les zonings pour la mobilité douce et que c'est vrai qu'il fallait à un moment commencer, même si on était bien conscient qu'il y aurait des inconsistances d'avoir des tronçons équipés et sans que les autres le soient, mais justement tout à fait dans l'esprit de ce que dit M. Botson, que si on continue à dire, comme ce n'est pas équipé de part et d'autre, on ne fait pas ce tronçon-là, ce ne sera jamais le cas. Et donc c'est une réflexion qui est en cours, mais qui est encore à ses prémices.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'il y a une question sur le chat? Non. Est-ce que l'un des orateurs veut ajouter quelque chose, une information à cette réunion? Bien, mais alors je vais clôturer. Madame la bourgmestre, vous voulez peut-être faire un mot de clôture, non? Eh bien alors voilà, je vais clôturer cette réunion en vous remerciant vraiment de vous être déplacés, d'être venus jusqu'à nous, ou alors de nous avoir suivis chez vous. N'oubliez pas donc d'écrire éventuellement vos courriers si vous le souhaitez durant la période de 15 jours qui s'achève le 3 juillet. Ça, c'est une première chose. Les adresses se retrouveront sur le site de la commune dès demain. Deuxième chose, n'oubliez pas de vous inscrire, parce que ça c'est vraiment important. Votre présence doit faire partie annexe du procès-verbal qui sera rédigé. Et donc, c'est important, si vous ne l'avez pas encore fait, de le faire. Voilà, vraiment merci à tous. Merci pour votre collaboration et bonne fin de soirée. Merci.